j'ai fait un peu un tour d'horizon de l'histoire de la croissance économique depuis les débuts de la croissance moderne à la fin du XVIIIe siècle. C'était une époque qui avait été assez bien décrite par un auteur britannique qui s'appelle Malthus, pour lequel un des facteurs les plus déterminants pour le niveau de vie des gens, c'était la relation entre la population et la surface terrienne. Et cela avait un certain sens, parce qu'à cette époque-là, on se servait de la terre pour se nourrir, comme aujourd'hui bien sûr, mais aussi pour l'énergie. Mais la différence, c'est qu'après cette révolution, les plantes dont on se servait pour notre énergie, c'était des plantes qui avaient vécu il y a des centaines de millions d'années et qui étaient maintenant du charbon, en fait. Donc on a commencé à puiser dans un immense stock d'énergie. Alors la percée qu'il y a eu vers la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, peut être expliquée en partie comme étant une façon de s'échapper. On a réussi à se libérer de ces contraintes malthusiennes, et ça a eu des conséquences immédiates pour la croissance économique. Ça a bien sûr maintenant des conséquences pour le climat, parce qu'on a continué avec ça, et le grand défi maintenant sera d'aller vers de nouvelles énergies renouvelables qui ne contribuent pas au réchauffement climatique. On ne peut pas prédire le futur. Il n'y a pas de très bonnes raisons, si on regarde les chiffres, de penser que la croissance va augmenter beaucoup ou diminuer beaucoup. Il y a des fluctuations liées à la conjoncture, mais à la longue, ça reste assez stable. Aux États-Unis, ils ont eu une croissance du revenu par habitant d'à peu près 2% par an depuis 1870. Donc c'est une histoire vraiment très stable, malgré la Grande Dépression, par exemple, et la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, c'est vraiment un processus très stable. Ailleurs, par contre, il peut y avoir des croissances beaucoup plus spectaculaires qui consistent de rattrapage, de convergence vis-à-vis de cette frontière-là. Et donc c'est dans cette optique-là que j'ai discuté des 30 glorieuses françaises, qui sont tout à fait typiques de la croissance de l'Europe occidentale dans les années 50 et 60, et qui était vraiment une sorte de rattrapage vis-à-vis de là où devrait être la France. Donc les 30 glorieuses, vous ne les aurez plus, parce que vous vous êtes rapproché de cette frontière-là. Il y a une remarque intéressante sur la France. Il y a plus de rattrapage vis-à-vis des États-Unis en ce qui concerne le produit par habitant après 1973, mais si l'on regarde le produit par heure travaillée, donc vraiment la productivité du travail, alors la convergence a continué dans les années 90, et même aujourd'hui, la productivité en France est presque pareille à celui aux États-Unis. La différence étant qu'en France, on ne travaille pas autant qu'aux États-Unis, et il y a moins d'heures de travail par habitant, si vous voulez. Et alors, il y a un débat sur est-ce que c'est un problème, est-ce que c'est pas un problème. Le chômage sûrement est un problème, mais si les gens souhaitent travailler moins d'heures par semaine, s'ils souhaitent avoir de plus longues vacances, c'est leur affaire, c'est pas forcément un problème. Depuis environ 1995, il y a eu un redémarrage de la croissance de la productivité aux États-Unis dû à l'informatique surtout, et là-dedans les Européens n'ont pas participé autant, donc il y aurait sûrement des choses à faire. La grosse question vraiment sera la question environnementale, et on peut dire que ces questions-là, ça pourrait bloquer l'économie. Ce que je dirais à l'inverse, c'est que pour résoudre ces problèmes environnementaux, il nous faudra de l'innovation. Et il nous faudra donc des investissements dans de nouvelles technologies, d'énergie renouvelable, de transport. Il nous faudra une certaine sorte de croissance. Pour moi, les grands problèmes de l'Europe maintenant, ce n'est pas des problèmes structurels. Il n'y a pas de raison de
penser qu'on ne pourra pas encore une fois rattraper les États-Unis. Il n'y a pas de raison de penser que l'innovation va soudainement cesser. Si vous regardez les chiffres pour la productivité française, il n'y a pas de problème là, à l'évidence, mais il y a un problème de conjoncture. Donc les problèmes actuels de la France et de l'Europe ne doivent pas être perçus comme étant les conséquences inévitables de profonds problèmes structurels. C'est simplement une monnaie unique qui ne fonctionne pas. Il y a surtout besoin de croissance pour résoudre le problème du chômage, qui est le problème le plus grave économique qui nous confronte, qui est un énorme gaspillage de talent, qui pourrit la vie des chômeurs et qui risque de former des générations de jeunes qui n'ont jamais pu travailler, et cela peut avoir des conséquences très destructrices pour eux, pour leurs familles, pour nos sociétés. Donc le chômage de masse, c'est le grand problème en ce moment économique en Europe. Alors pourquoi il y a le chômage de masse? C'est évidemment pas à cause des structures profondes des économies européennes, parce que ces structures, on les a héritées. Et il n'y avait pas de chômage de masse avant. En plus, comme j'ai déjà dit, si vous regardez la productivité du main-d'œuvre français, du travailleur français, c'est presque au niveau américain. Donc, il ne faut pas chercher les problèmes là où elles ne sont pas. Les problèmes, c'est du côté de demande. Hein, on peut être très productif, on peut produire des choses, mais s'il n'y a personne pour les acheter, alors il y a le chômage involontaire. Donc pourquoi il y a ce problème conjoncturel? D'abord parce qu'il y a eu des excès financiers, il y a des bulles immobilières et autres un peu partout en Europe, et qu'après ces bulles ont explosé, laissant les ménages et les entreprises et les banques avec des bilans un peu pourri, et donc il y avait du mal à dépenser du côté du secteur privé. Alors dans ces conditions-là, que doit faire le gouvernement? Le gouvernement doit venir et remplir ce trou avec de la demande gouvernementale. On a commencé à faire cela en 2009 à très petits pas, mais alors presque immédiatement on a renversé et on est allé vers l'austérité, et l'austérité pour tout le monde en même temps au pire moment du cycle économique, ce qui n'a vraiment pas de sens. Donc dès que ce virement a eu lieu en 2010, ceux qui enseignent la macroéconomie basique aux étudiants savaient ce qui allait arriver dans la zone euro, et on savait aussi, c'était une évidence, que ça allait non seulement alimenter le chômage, mais l'euroscepticisme et la montée de tous les extrémismes politiques. C'était évident, surtout si on connaît un peu l'histoire de notre continent. Je crois que la France a beaucoup d'atouts industriels. Il est vrai que les règles de l'Union européenne et les règles du commerce international ne permettent pas beaucoup de politiques industrielles qui seraient peut-être souhaitables, et pour moi ce serait pas mal de revenir sur ces contraintes. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est une monnaie unique qui ne marche pas. Et donc ça fait 5 ans qu'on dit la même chose, qu'il faut de l'investissement public, des dépenses publiques, qu'il faut inciter l'investissement privé, mais qu'il faut surtout de l'action gouvernementale pour cela, qu'il faut des politiques monétaires bien plus souples, qu'il faut faire marcher la planche à billets, si vous voulez, à la Banque centrale européenne. Il faudrait que la Banque centrale se comporte comme une vraie banque centrale qui a la charge non seulement du maintien de stabilité du prix, mais qui est là pour le bien-être de tout le monde et de toute la société, ce qui n'est pas le cas. Donc je crois qu'il faut se dire que dans les 6 ou 12 mois à venir, soit on réforme l'euro en profondeur, soit on constate que c'est irréformable, mais alors à ce moment-là, il faudrait en tirer les conséquences logiques.